La justice nous ignore, on ignore la justice, avait déclaré Adèle Haenel au nom de celles et ceux qui ne portent pas plainte. Difficile de lui donner tort tant les chiffres sont édifiants. Seule une plainte pour viol sur 10 aboutit à une condamnation. La réponse policière et judiciaire est-elle à la hauteur quand il s'agit de violences sexuelles ? Notre émission de ce soir ouvre le débat à partir du livre de ma consoeur et collègue Marine Turki. Salut Marine. Tu publies ce jour Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo. Une enquête sur les raisons de la défiance des plaignantes vis-à-vis de la police et de la justice. Pour cette enquête, tu as interrogé des dizaines d'acteurs de la chaîne pénale, des policiers aux magistrats, en passant par des médecins, des avocats. 2 d'entre eux sont là ce soir, 2 magistrats. Bonsoir et bienvenue à tous les 2. On est ravis de vous accueillir, tant il est rare d'entendre des magistrats en exercice sur un plateau. Je vous présente Mathieu Bourrette, bienvenue. Vous êtes procureur de la République à Reims. Vous travaillez beaucoup sur les violences conjugales. Isabelle Rome, bonsoir, bienvenue. Vous avez 2 casquettes, celle de magistrate et aussi celle de haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice, le poste que vous occupez actuellement. Prenons tout de suite un cas d'école dans l'actualité. Aujourd'hui, ce matin, Libération a publié cette une et le témoignage de 8 femmes, dont 7 à visage découvert, des femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de violences sexuelles. Leurs plaintes avaient été classées sans suite pour insuffisance de preuves ou pour prescription. Face à cette une, quelle a été votre réaction ce matin ? Moi, je la découvre et mon rôle n'est pas de commenter les affaires dont je n'ai pas la compétence, ni de commenter le travail des journalistes. En revanche, ce qui m'importe, c'est d'entendre plus généralement, et le livre de Marine Turki nous y invite, la question de la critique du système judiciaire. Et moi, je considère que cette critique est par nature légitime, parce que dans le domaine des affaires d'agression sexuelle, de viol, mais comme dans celui de faits de violence volontaire, de violence conjugale, la justice est un service public. Et ce service public, il doit entendre aussi la parole et la critique des usagers du service public, même si on a l'habitude d'être dans un impérium judiciaire où il nous est peut-être difficile d'entendre la critique. Isabelle Rome ? Oui, évidemment que pas de commentaires à faire sur ces révélations et de la même manière que l'a dit mon collègue, pas de commentaires sur le travail aussi des autres magistrats. Mais cette confirmation finalement d'une parole qui s'exprime de plus en plus et qui forcément nous interpelle en tant que juge, aussi en tant que policier. Et je pense que nous devons entendre toutes ces paroles pour peut-être aussi faire évoluer un certain nombre de pratiques, mais aussi peut-être certaines dispositions législatives qui ont déjà évolué, enfin on y reviendra, qui ont pu évoluer récemment. Donc oui, je pense qu'il faut être, quand on est magistrat, il faut avoir les yeux grands ouverts sur la cité, et puis aussi les yeux grands ouverts sur les médias, hein, parce que c'est important d'entendre cette parole. Oui, je vous pose la question justement parce que, sans vous demander de commenter les faits dans le détail ou le travail des journalistes, simplement le fait que des femmes qui ont été plaignantes à un moment, qui se disent victimes, font appel à des médias lorsque la justice, de leur point de vue, n'est pas passée. C'est un défi pour votre institution. Mathieu Bourrette, dans le livre de Marine, vous dites que, par exemple, témoigner sur les réseaux sociaux, c'est un acte éminemment égoïste et stérile. Vous utilisez l'expression tribunal médiatique. Est-ce que ça a été est-ce que c'est une claque pour vous ? Parce que vous le disiez, que lorsque des victimes comme ça préfèrent s'exprimer dans les médias ? Je crois qu'il y a 2 sujets dans ce que vous évoquez. Il y a celles et ceux qui préfèrent aller sur ce que j'ai appelé le tribunal médiatique plutôt que le tribunal judiciaire, en disant, par exemple, la justice nous ignore, nous ignorons la justice, et celles qui disent, nous avons tenté la justice, elle n'a pas répondu aux attentes qui étaient les nôtres, et donc nous allons accuser de manière différente. Ce sont 2 acceptions que j'entends, mais que j'analyse différemment. S'agissant de celles qui pourraient dire « moi je ne vais pas du tout devant la justice », j'ai envie de dire « envisageons l'idée que plus personne n'aille devant la justice ». Est-ce qu'on fonctionnerait mieux ? Essayons de faire sans la justice. Est-ce que ça fonctionnerait mieux ? Mais vous comprenez que des gens n'aillent pas devant la justice ?
Non, je comprends pas que pour ces questions-là. Je comprends pas que les gens n'aillent pas devant la justice. On a un contrat social. Parmi les éléments du contrat social, la régulation, le régulateur qu'est le système judiciaire en fait éminemment partie. Il n'y a pas de démocratie sans système judiciaire. Notre système judiciaire, il est éminemment perfectible. On peut le critiquer tous les jours et je peux entendre énormément de critiques, y compris sur ses insuffisances. Mais refuser d'aller dans l'espace judiciaire en disant je vais aller dans un autre espace, c'est effectivement éminemment égoïste et c'est éminemment dangereux. Mais il y a celles qui pourront le faire, et puis il y a toutes celles qui ne pourront pas le faire. Tout le monde n'a effectivement pas la surface médiatique d'Adèle Haenel, mais vous comprenez que quand on sait, parce que ce sont les chiffres, que la justice ne pourra pas passer ou ne passera que dans 1 cas sur 10, est-ce que vous comprenez qu'on se dise je ne m'infligerai pas ce parcours du combattant ou de la combattante qui est très bien décrit dans le livre, que vous pourrez confirmer. C'est répéter son histoire 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que nécessaire devant des policiers, puis devant éventuellement un juge, puis devant un tribunal, quand ça va jusqu'au tribunal. Mais si plus personne n'y va, comment est-ce qu'on va faire évoluer la justice ? Si finalement plus personne ne va déposer plainte, ça va avoir 2 incidences. La première, c'est qu'on dépénalise le viol, purement et simplement. Si plus personne ne dépose plainte, il n'y aura plus jamais de procédure pour viol, avec des classements ou avec des poursuites ou avec des condamnations. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que si on ne tente pas le pari de la justice, comment est-ce qu'on va la faire évoluer, cette justice ? Uniquement avec nous ? Oui, moi je pense qu'il faut convaincre toute personne qui s'estime victime de tels faits d'aller sur ce chemin judiciaire qui, bien sûr, sera certainement ponctué de difficultés, d'embûches, mais il faut la convaincre. Et je pense que peut-être sur quoi nous devons travailler davantage encore, c'est sur l'accompagnement, bien sûr, de ces personnes. Alors, c'est en partie le rôle des avocats, mais je pense aussi que c'est aussi le rôle notamment des associations d'aide aux victimes. Je pense qu'à partir du moment où une personne décide de porter justement des faits dont elle s'estime victime à la connaissance d'un procureur, je pense que nous avons finalement aussi l'ardente obligation de ne pas la lâcher et de l'accompagner. Marine, justement, le point de départ de ton livre, c'est donc le témoignage d'Adèle Haenel, l'enquête journalistique minutieuse qui l'a accompagnée. Ça, c'était le 3 novembre 2019. 2 ans plus tard, qu'est-ce que tu as cherché à comprendre et à démontrer dans ce livre ? Il est question, d'ailleurs, au début de ce livre, d'une lettre que tu as reçue. En fait, je suis partie de cette interpellation d'Adèle Haenel qui a apporté un énorme débat, qui a apporté aussi beaucoup de critiques de la part du monde judiciaire ou d'autres milieux d'ailleurs, en disant y en a qui ne peuvent pas faire sans la justice, c'est tout ce qui leur reste. Donc j'ai voulu finalement partir de cette phrase et voir si cette défiance, elle était justifiée ou non. Parce qu'il faut bien dire quelque chose, c'est que nous, journalistes qui enquêtons sur les affaires de violences sexuelles, on reçoit des tas et des tas de témoignages. À Mediapart, j'ai calculé, en seulement 2 ans, on a reçu quasiment 1 millier de témoignages et des témoignages extrêmement détaillés. Parfois, on nous envoie carrément un dossier judiciaire qui est en cours. Et ces témoignages, ils disent 2 choses. Ils disent notre instruction est bloquée, on nous entend pas, on n'a pas auditionné les témoins, l'agresseur est protégé, etc. Il faut les médias pour débloquer. Ou on nous dit autre chose. Et là, c'est encore plus inquiétant, ou en tout cas, ça doit nous interpeller. La justice n'est plus vue comme une option. Et donc, c'est ce point de départ-là que j'ai pris pour essayer de comprendre un peu ce qu'il en était. Et parmi le courrier, ces 1000 lettres, 1000 mails, 1000 dossiers qu'on a reçus, il y a la lettre de Julie Boursier que j'ai jamais oubliée finalement parce qu'elle racontait un petit peu tout un parcours. Julie Boursier, elle raconte que les nageuses à Sarcelles dans un club de natation, elle raconte un viol qu'elle aurait subi, elle raconte la procédure qu'elle a vécue et qu'à chaque étape, elle pose des questions, elle va aux nouvelles, elle demande si ça c'est normal, on lui répond c'est la procédure. Et puis un jour, il y a une lettre qui arrive chez elle, elle est à table, elle rigole avec sa famille, il y a une lettre qui arrive, c'est la lettre de classement sans suite. Elle n'a pas eu de nouvelles pendant des mois de la procédure et d'un seul coup, alors même qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, on lui dit c'est classé sans suite. Donc je suis partie de cette lettre, de ces interpellations-là et de celle d'Adèle Haenel aussi, pour essayer d'aller vérifier finalement est-ce que la justice met tout en œuvre pour aller chercher les preuves, est-ce qu'elle sait lire ces preuves, qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire du dépôt de plainte, parce que ça c'est une étape clé, et je me suis focalisée dans ce livre sur effectivement 2 moments, donc le dépôt de plainte qui est un moment crucial, je crois que tout le monde en convient, et puis le moment de l'enquête préliminaire, là où vous justement procureur, vous avez la direction de l'enquête et c'est le premier moment qui va être important puisqu'il y a un tri énorme qui se fait. 70%
des plaintes pour violences sexuelles, 73% pour être exact, sont classées à cette étape-là. Donc c'est là que le tri énorme se fait, et c'est là que, en fait, il y aurait aussi beaucoup d'informations à faire déjà aux plaignantes, aux plaignants, pour dire voilà, on en est là, on a fait ça, et voilà ce qui va se passer. Ça c'est la première chose, évidemment. Et puis ensuite, il y a les preuves. Dans l'affaire PPDA, Hélène Devin, qui est l'une des plaignantes de l'affaire PPDA, elle témoigne dans le livre, elle dit mais si 23 témoignages de femmes, il y a 23 témoignages dans ce dossier judiciaire, ce n'est pas une preuve. Qu'est-ce qu'une preuve alors ? Si 23 témoignages avec des similitudes, avec beaucoup de points communs sur la manière dont les agressions qu'elle dénonce se sont déroulées, si ça ce n'est pas une preuve, qu'est-ce qu'une preuve ? Et moi ça m'a évidemment interpellée parce qu'il y a une grosse différence entre les crimes et délits de violence sexuelle et les autres crimes et délits, c'est que dans ces affaires, les classements sans suite, c'est souvent pour une instruction, un suffisamment caractérisé, le fameux classement 21. Dans les 3/4 des autres affaires, c'est plutôt parce qu'on n'a pas pu savoir qui était l'auteur. Dans les affaires de violence sexuelle, on l'a l'auteur, parce qu'on le sait, la plupart du temps, il est connu de la victime. Donc ça m'a interpellée, parce que là, il y a une spécialité quand même de ces crimes et délits, et donc une incapacité visiblement à condamner en raison d'un manque de preuves, et c'est pour ça que le livre s'appelle Faute de preuves, mais est-ce qu'on va chercher ces preuves, et surtout, est-ce qu'on sait les analyser ? Alors, est-ce qu'on va assez les chercher, ces preuves ? Question posée, réponse. Moi, j'aurais envie de parler de la notion de consentement, parce que souvent, quand on a insuffisance de preuves, c'est qu'il n'y a pas de preuves matérielles, mais ce qui est souvent le cas dans ces affaires. Hein, voilà. Et que on n'arrive pas forcément à prouver qu'il y a eu une violence, une contrainte, une surprise. Et là, je pense que justement, ce qui est important, à mon avis, de dire, c'est que je pense qu'on est quand même en train d'évoluer. Alors, ce n'est pas que je veuille enjoliver la situation, mais ayant particulièrement travaillé sur les violences conjugales, notamment à l'occasion du Grenelle des violences conjugales, nous voyons qu'un chemin se fait sur justement un certain nombre de mécanismes psychologiques, et je crois que nous devons beaucoup à l'apport des sciences humaines qui nous permettent de mieux analyser ce qui se passe justement entre un agresseur et sa victime. Et c'est vrai que, et d'ailleurs je crois que Mathieu Bourrette le dit dans le livre, il faut qu'on arrête de dire ces paroles contre paroles, et quand on a plusieurs paroles contre une parole, ça peut effectivement constituer un élément de preuve intéressant. Et en fait, je pense qu'il faut que nous arrivions à décoder un certain nombre de signes. Moi, j'appelle ça un peu des symptômes qui permettent de dire là, il n'y a pas consentement. Hors finalement de toute preuve matérielle, mais alors pour cela, il faut évidemment bien former les policiers, les gendarmes, les magistrats, et même aussi les avocats et les travailleurs sociaux, pour bien décoder tous ces mécanismes psychologiques comme celui de l'emprise, de sidération. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas crié, par exemple ? Ben oui, effet de sidération. Donc quand on peut interpréter tout cela, eh bien je pense que on sera plus à même aussi de considérer qu'il n'y avait pas consentement et qu'on aura moins de classement pour insuffisance de preuves. Alors cela n'empêche pas qu'il faille certainement aussi améliorer les enquêtes pour aller chercher tous ces signes-là. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui, à mon avis, va se traduire forcément vers un meilleur traitement de ces affaires. Alors vous me parlez de prise de conscience, je vous donne la parole tout de suite, mais si je vous entends bien, tous les deux et tous les trois, les violences sexuelles ne sont pas des infractions comme les autres, pas tout à fait. On parle d'instruire à charge et à décharge, très bien. Comment vous luttez contre vos biais, des biais culturels, des biais éducatifs, des biais de classe, cette fameuse première impression, les préjugés qu'on a tous et toutes ? Je crois que Est-ce qu'on pourra toujours former les policiers ? C'est dit dans le livre par divers magistrats, je pense à Youssef Badr par exemple, qui désormais forme à l'ENM. Il y a aussi ce qu'on pense et nos convictions profondes, nos préjugés. Comment est-ce qu'on s'en départit dans ces affaires qui sont plus humaines encore que les autres ? Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Par rapport aux préjugés, on les a tous, nos préjugés, et l'une des manières de pouvoir s'en prémunir, c'est d'abord d'en avoir pleinement conscience et de le reconnaître. Ensuite, c'est de penser qu'on réfléchit toujours mieux à plusieurs que seul.
Que ce soit des services de police ou de gendarmerie, ne pensez pas que celui qui va prendre la plainte, même s'il est directeur d'enquête, va être celui qui va travailler seul. Ne pensez pas qu'un procureur, un parquet travaille seul. J'ai presque envie de dire même qu'un juge d'instruction ne travaille pas seul, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir. Il va discuter avec les enquêteurs, il va discuter avec les experts, il va discuter avec les avocats, il peut même discuter avec sa greffière, il peut discuter avec d'autres juges d'instruction, il peut discuter avec le parquet. C'est une co-construction, une enquête. Et l'un des éléments pour pouvoir justement se prémunir de ces préjugés, c'est cette co-construction. L'autre élément, c'est que quand vous parlez de la notion de preuve, la difficulté, c'est que la plaignante, quand elle arrive, elle a toutes les preuves dans son esprit. Elle aussi, elle a un préjugé, à savoir que ce qu'elle dit est vrai, puisqu'elle soutient l'avoir vécu, et que sa parole devrait normalement suffire à considérer, parce qu'elle dit la vérité, sa vérité, à considérer que le fait a bien été commis, le viol a bien été commis, il est bien imputable à X ou Y. Mais est-ce que les preuves sont toutes bien recherchées ? La Marine, tu as conduit une enquête dans ce livre. Je cite une juge d'instruction, enfin une personne qui s'appelle Gwenola Jolicose, qui se souvient de ces années juge d'instruction, où elle dit « On pouvait déployer tout le code de procédure pénale pour la moindre affaire de stupéfiants, alors que jamais il n'était considéré comme légitime de déployer ces mêmes moyens pour des affaires de violences faites aux femmes. » Oui, beaucoup de professionnels de justice le disent dans le livre. Ils ont l'impression que quand on veut faire des violences, la lutte contre les violences sexuelles, une grande cause du quinquennat, on peut le faire en prenant un ensemble de moyens et en mettant ça comme une priorité. Quand on a voulu lutter contre le trafic de stupéfiants et qu'on a créé les brigades des stupes en 89, quand on a voulu lutter contre la délinquance financière, on a créé le PNF, le Parquet national financier. Donc on peut mettre en place un certain nombre de choses. Est-ce qu'on le fait dans ces affaires ? Je ne sais pas. Je pense que le problème, c'est l'afflux de dossiers, puisque concrètement, quand un policier a 3000 dossiers dans son service spécialisé dans l'année, c'est évident qu'il ne peut pas, en fait, traiter de la même manière tous les dossiers. Moi, j'ai tout simplement examiné un certain nombre de procédures, et dans notre quotidien à Mediapart, travaillant sur ces sujets, on le fait, il y a des enquêtes préliminaires, on ne peut pas penser qu'une quelconque vérité judiciaire peut émerger avec le peu d'actes d'enquête qu'il y a au stade de la préliminaire. Alors certains diront, mais c'est des investigations qu'on va faire ensuite à l'instruction. Vous êtes d'accord avec ça ? 70% des affaires sont classées sans suite à l'étape du parquet. Donc absolument. le problème, c'est que forcément, cette étape de l'enquête préliminaire, elle va nécessairement se concentrer sur la plaignante, parce que, comme le dit le magistrat dans le livre, c'est la première voie, le premier corps qu'on a, c'est là-dessus qu'on commence. Mais en fait, on s'aperçoit dans l'enquête préliminaire que d'anciennes compagnes ou compagnons du mis en cause n'ont pas été interrogés, là où ça aurait eu justement un apport quand ils disent qu'ils dorment comme ci ou comme ça, qu'ils ont telle ou telle pratique sexuelle. On ne va pas aller vérifier ça auprès des ex-compagnes, par exemple. On ne va pas non plus aller vérifier systématiquement s'il y a d'autres victimes. Et les policiers le reconnaissent. Ils disent, quand on a 3000 dossiers, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas chercher toujours s'il y a eu d'autres victimes, on ne va pas pouvoir faire des enquêtes d'environnement, c'est-à-dire les collègues, les amis, le voisinage, les gens qui ont pu être témoins ou confidents. On ne peut pas le faire en entier. Le canevas type de l'enquête préliminaire, c'est l'audition de la plaignante, du mis en cause, les antécédents judiciaires recherchés, une expertise psychologique pour la plaignante, et puis une confrontation éventuellement, l'audition d'un ou deux témoins, et puis un jour, elle va recevoir une lettre de classement sans suite. C'est ça la réalité des dossiers que moi je vois, et encore une fois, on a les trains qui n'arrivent pas à l'heure ici dans les dossiers qu'on reçoit nos journalistes, c'est bien normal et ça ne représente pas tous les dossiers, mais les chiffres sont tout de même accablants. Et avant que vous répondiez, je précise quand même que dans l'affaire de Julie Boursier, c'est un article de presse de l'Équipe qui a ensuite relancé l'enquête. Bon, parfois le tribunal médiatique est utile. Allez-y sur la question de la recherche de preuves. Ce qui est dit est juste, mais ça pose davantage et plus fondamentalement la question des moyens, à la fois pour la police, et pour la gendarmerie et pour la justice. Ça n'est pas propre à cette problématique-là. La difficulté... La difficulté par rapport aux affaires de viol, aux affaires d'agression sexuelle, elle est double. Le premier, c'est on nous demande de traiter un contentieux qui est devenu, et c'est très bien, un contentieux de masse, de manière individuelle. C'est très difficile de traiter un contentieux de masse de manière individuelle. Très difficile de traiter en profondeur 3000 dossiers quand il y a beaucoup d'humains. Le second élément, c'est que nous nous retrouvons aussi face à des difficultés liées au temps. Ce sont les seules infractions pour lesquelles la société, la loi, nous demande
de travailler plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après les faits. Et je peux vous dire que là, ça n'est pas qu'une question de moyens. Quand on a une prescription à 30 ans, quand on a une prescription à 30 ans sur des affaires de mœurs où on est dans le domaine de l'intime, les affaires économiques et financières, rechercher une comptabilité, regarder des mouvements bancaires, ça peut prendre du temps, mais aujourd'hui avec les traçabilités informatiques, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus compliqué. Allez regarder ce qu'a été l'intimité, les souvenirs, les réminiscences, les livres intimes d'une enfant quand on doit travailler 15-20 ans après la majorité et savoir ce qu'a pu être le comportement du grand-père, de l'oncle, etc. dans l'environnement, c'est aussi une vraie difficulté. Une question rapide et une question pour vous. Rapidement, rétrospectivement, vous qui êtes procureur, est-ce qu'il y a une ou plusieurs affaires que vous regrettez d'avoir classées sans suite ? Il y en a, mais en règle générale, quand j'ai regretté de les avoir classés sans suite, c'est parce qu'on a eu autre chose derrière. Je veux dire, il y a eu une plainte avec caution de partie civile, il y a un avocat qui a contesté mon classement devant le procureur général et qui a eu gain de cause. Et là encore, vous dites tout le monde n'a pas les moyens d'aller à la télé ou dans les médias, mais tout le monde n'a pas les moyens de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Il me semble qu'il y a toujours une consignation, non ? Pour le coup, non. Pour le coup, notre système... Mais il faut être rodé dans cette procédure. Notre système judiciaire est éminemment critiquable. Mais le système de l'aide juridictionnelle, le fait que le juge d'instruction dispense de consignation, permet, parce que les avocats fonctionnent aussi bien en la matière, permet aussi aux personnes les plus fragiles de déposer une plainte avec caution de partie civile. Alors après, est-ce qu'elles veulent le faire ? Parce que nous sommes en rouleau... savent qu'elles peuvent le faire ? Nous sommes en rouleau compresseur et nous avons encore des progrès à faire en termes de communication et de pédagogie. Les associations aide aux victimes nous y aident énormément et là aussi on a fait de très gros progrès depuis 20 ans. Mais je ne crois pas que l'argent soit, par rapport à d'autres systèmes anglo-saxons par exemple, le vrai barrière. Est-ce que les violences faites aux femmes, les femmes, grande cause du quinquennat, vous qui êtes dans le cœur du réacteur au ministère de la Justice, est-ce que vous estimez que suffisamment de moyens ont été mis en œuvre pour ce qui est considéré comme la grande cause du quinquennat ? Écoutez, si on prend ce Grenelle des violences conjugales qui a été organisé par le gouvernement en 2019, c'est quand même 46 mesures qui ont été développées, 2 lois, mais aussi des moyens, notamment que ce soit en place d'hébergement pour des femmes victimes, par exemple, et aussi les intervenants sociaux dans les commissariats, dans les gendarmeries. Hier encore, j'étais à La Rochelle et justement, j'ai vu l'intérêt de ces intervenants. J'ai vu aussi d'ailleurs l'intérêt, et ça je pense que c'est une des clés à mon avis, peut-être qui nous feront progresser aussi dans les enquêtes comme dans le traitement judiciaire des affaires, c'est vraiment, je pense, cette notion de spécialisation. Vous parliez des stupéfiants, il y a des brigades spécialisées. Or, on voit qu'il y a des brigades spécialisées dans la police, des brigades spécialisées d'atteinte aux personnes dans la gendarmerie. Et là, je veux dire, quand on a des gens formés, justement, ils savent mieux chercher, ils savent mieux interroger. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai eu une affaire lorsque j'étais présidente de cour d'assises. Un homme était accusé de viols conjugaux sur 4 compagnes. Et en fait, je le dis parce que il faut aussi le dire quand c'est une OPJ qui est à l'initiative de ça, quand elle a entendu une victime, c'est elle-même qui a pris l'initiative de remonter et de trouver ses anciennes compagnes, presque de les convaincre aussi à déposer plainte et à relancer la procédure parce qu'elles ne s'étaient jamais manifestées. Et voilà. Et moi, j'ai vraiment gardé le souvenir de cette enquête qui a pu aboutir finalement à rendre justice à 4 victimes qui ne s'étaient jamais manifestées, enfin une seulement d'entre elles, grâce finalement à l'opiniâtreté d'une OPJ qui était justement une policière formée. Et là, justement, d'importants efforts ont été menés en termes de formation. Alors, suffisamment ou pas parce que pareil, dans ton livre, il y a un combat de chiffres. Voilà, je pense que là, on a des milliers de personnels, que ce soit sur le plan de la police, de la gendarmerie. Donc, je pense qu'il y a des formations qui sont en train vraiment de se mettre en place au niveau
de l'école de la magistrature, c'est aussi des formations au moment de la formation initiale, de la formation continue, et de plus en plus d'ailleurs, des formations aussi qui se font sur le plan délocalisé. Et ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant, parce que ça permet d'être en proximité, et aussi de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire de ne pas former, par exemple, que des magistrats, mais aussi ce jour-là, c'est-à-dire le jour, par exemple, qui est organisé au niveau d'une cour d'appel, d'un tribunal, eh bien, on a des magistrats, des policiers, des avocats, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, des associations d'aide aux victimes, voilà. Et ça, je pense que c'est très porteur. Sur la formation. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui combien d'agents sont formés. Et d'ailleurs, j'ai posé la question au ministère de l'Intérieur, qui ne m'a pas répondu. Ni sur ça, ni sur rien, on le dit quand même. Ni sur ça, ni sur rien. C'est vrai que le ministère de l'Intérieur, silence radio total. Et moi, ça m'aurait intéressé de savoir combien d'agents aujourd'hui sont formés, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et d'ailleurs, comme le dit une chercheuse dans le livre, si on avait un peu un chiffre, on pourrait commencer à mettre un curseur là où il y a des débats enflammés de part et d'autre, et de dire, aujourd'hui, voilà où on en est. Et c'est une question importante, la formation, parce que le commissariat, la gendarmerie, vous arrivez, c'est la loterie. Vous pouvez être orienté vers un service spécialisé et être extrêmement bien reçu, mais vous pouvez arriver sur un agent d'accueil où le poste est parfois tournant, où il y a parfois des agents qui ne sont pas formés, même souvent, et du coup avoir un accueil qui est assez calamiteux. Mais sur les moyens, je voudrais donner quelques chiffres quand même, c'est dans les derniers rapports de la CEPEJ. La justice en France, le budget de la justice, c'est 69 € par habitant, là où l'Allemagne en consacre 131 €. Le double, quasiment. Je vais donner aussi des chiffres dans les services de police. L'OCRVP, qui est vraiment le service, l'unité d'élite de lutte contre la pédocriminalité en France, qui est à Nanterre, ils sont 17 enquêteurs, là où en Grande-Bretagne, le même service, ils sont 321 et les Néerlandais 150. Donc on voit bien, et d'ailleurs on est au niveau de la Roumanie globalement, donc on voit bien en fait qu'on n'y est pas encore, mais il y a une prise de conscience, et beaucoup de magistrats, de magistrates le disent dans le livre, les choses vont dans le bon sens, mais on n'y est quand même pas encore. Voilà, je rappelle, pardon, encore les réseaux sociaux, mais récemment le hashtag double peine en 2018, c'était le hashtag paye ta police, 2 hashtags et des témoignages en cascade pour raconter les refus d'enregistrement de plaintes dans les commissariats, les accueils pas particulièrement humains dans les bureaux de policiers, les questions culpabilisantes. On a bien conscience que toutes les questions doivent être posées, mais le sont-elles toujours correctement? On a quand même l'impression parfois qu'on se retrouve face à un mur quand on arrive dans un commissariat pour déposer plainte pour violences sexuelles. C'est éminemment difficile de parler de ces faits-là. Ça l'est encore plus dans un commissariat, dans une gendarmerie, ou de l'écrire au procureur de la République. Et c'est pourtant la première étape. Et c'est la première étape de quelque chose qui est un chemin extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Toute la difficulté de l'enquête, c'est que c'est pas un processus de reconstruction de la victime. C'est un processus de recherche de la vérité, et avec un caractère extrêmement aléatoire. Et c'est pas forcément ce qu'on dit au plaignant, c'est pas forcément ce qu'on dit à la victime, et c'est pas forcément ce qu'elle attend. Je me demande toujours finalement ce qu'attend la victime quand elle vient déposer plainte, et on lui pose jamais la question. Alors, est-ce qu'on devrait lui poser cette question ? Moi, vous en pensez quoi, vous ? Moi, je me suis posé la question. On lui demande si elle veut se constituer partie civile, on lui demande si elle veut déposer plainte, si elle veut éventuellement un avocat, demander des dommages et intérêts. On lui dit pas qu'est-ce que vous attendez une fois que vous êtes venu nous apporter ça. Vous attendez quoi ? Une réparation, un statut, une sanction, vous avez déversé ce que vous vouliez déverser de votre sac et maintenant ça va mieux, un accompagnement ? Parfois, je me dis que je devrais donner instruction pour qu'on pose la question. Mais attendez. Ce serait une révolution culturelle, dit l'un de vos confrères, le magistrat Antoine Garapon. Je ne sais pas si ce serait une révolution culturelle. En revanche, ça pourrait être aussi extrêmement destructeur pour une victime. Si la victime dit, à l'issue de sa plainte, « Moi, je ne viens pas demander d'argent, je viens demander de la reconnaissance. » Et qu'au moment du procès, elle a changé d'avis. Et elle a le droit de changer d'avis. Elle a aussi le droit de demander des dommages et intérêts. Je ne sais pas s'il n'y a pas un avocat de la défense qui viendra dire qu'elle a déposé plainte en réalité, officiellement, pour la beauté du geste, et ensuite voir sa parole finalement dévalorisée parce qu'elle viendrait demander une réparation. Vous voyez le risque qui peut exister en la matière ? Le risque qui est là, c'est que les victimes ou les plaignantes ne se sentent pas du tout considérées.
C'est ça que nous racontent les nombreux témoignages qui sortent dans les médias. Je ne suis pas sûre que cette question-là soit celle qui permette de la considérer le mieux au vu de ce que... Alors je vais la formuler autrement. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'il faut replacer au centre les attentes des victimes? Là encore, je cite un de vos confrères, Antoine Garap. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou c'est pas la fonction de la justice? On a parlé des moyens, mais les moyens sont importants, j'en ai parlé aussi, ça n'est pas le seul sujet. Quand on regarde à partir de quand, eh bien, on a eu une baisse des poursuites et des condamnations, c'est à partir de 2005. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2005? L'affaire Outreau. Allons-y. L'affaire Outreau, tout le monde a dit... La parole de l'enfant avait été sanctuarisée, on s'est focalisé sur la victime, sa parole, sa valeur intrinsèque qui n'était pas contestable, et on est arrivé à ce que d'aucuns ont appelé le fiasco, la catastrophe, l'erreur judiciaire Outreau. Et on a dit la justice se reprend en ne mettant plus la victime au centre du système, mais la recherche de la vérité dans une balance qui se veut plus équilibrée. Et aujourd'hui, et c'est pas illégitime. On vient nous faire le procès de la justice en disant vous avez peut-être dans ce balancier été trop loin en oubliant aussi la parole de la victime et en considérant que cette victime était dans une parole trop neutre vis-à-vis du fait par rapport à la recherche de la vérité. Parce que je rappelle simplement les chiffres quand même suite à l'affaire d'Outreau, moins 44% de condamnations pour viol entre 2005 et 2016, alors que dans la même période les plaintes pour viol ont-elles augmenté de 42%. Donc la baisse des condamnations a été inversement proportionnelle à l'augmentation des plaintes. Donc là, le balancier, il est allé, mais il s'est carrément décroché de son socle. Dans le livre des policiers, des magistrats disent qu'ils ont été extrêmement marqués par l'affaire Outreau. Mais il est intéressant, là, de s'interroger sur ce chiffre, de s'arrêter un petit peu. Et il y a eu justement des efforts un petit peu faits par certains au ministère de la Justice et autres pour regarder ces chiffres, pour essayer de voir ce qu'il y a derrière, d'essayer d'ouvrir les dossiers. Et on voit que cette étude, elle a eu lieu sur les violences conjugales, où la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait reconnu, l'ancienne garde des Sceaux avait reconnu des dysfonctionnements. Et là, on voit que sur les violences sexuelles, ce n'est pas fait, notamment parce qu'en fait, ce sont des procédures tellement longues, tellement compliquées à éplucher, que ça prendrait un temps fou. La chercheuse Véronique Le Guaziou l'a fait dans le livre, elle a épluché un nombre de dossiers incroyable, ça lui a pris des années avec une équipe de chercheurs et de chercheuses monumentale. Donc on sait que c'est un travail chronophage, où on va aussi découvrir des choses qui ne vont pas faire plaisir, et qui seront évidemment accablantes pour l'institution aussi. Et c'est un travail d'introspection que certains et certaines veulent faire au sein de l'institution, et que d'autres n'ont pas franchement envie de faire. Ce serait un travail intéressant. Est-ce que ce serait un travail bénéfique pour la société, puisque la justice pénale, elle œuvre pour la société? Moi, le travail d'introspection, je pense qu'il est toujours positif. Et Marine Turki rappelait cette inspection qui a été diligentée justement au moment du Grenelle des violences conjugales, où la garde des Sceaux a demandé à l'inspection générale d'ouvrir tous les dossiers d'homicides conjugaux commis en 2015-2016 et définitivement jugés, pour voir ce qui s'était passé en amont. Voilà. Et non pas pour pointer, je veux dire, des responsabilités, faire du disciplinaire, mais pour regarder ce qu'on peut améliorer justement et ce qui a pu coincer. Et d'ailleurs, ce rapport a donné lieu à 24 recommandations qui sont quasiment toutes en train d'être mises en œuvre. Donc moi, je crois à l'introspection et je pense que c'est important aussi dans une démocratie. Alors pourquoi ça bloque ? Que des... Mais ça bloque pas. Mais ça, non, en la matière, le garde des Sceaux, le garde des Sceaux a demandé à tous les procureurs, sur tous les homicides conjugaux, de faire un retour d'expérience. Sur les violences sexuelles, j'entends. Je pense que ça pourra Il n'y a pas ce même travail qui est fait sur les violences sexuelles. On parle de la cause du quinquennat. Là. Mais tout à l'heure, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé de la difficulté de traiter de manière individuelle un contentieux de masse. C'est très bien que ce soit devenu un contentieux de masse au sens où la parole a pu se libérer. Et si d'aucuns pensent que effectivement la justice est insuffisamment présente et qu'il est préférable d'aller sur d'autres modes de régulation, il y a encore fort heureusement beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants qui vont sur le système judiciaire, et vous disiez vous-même que le nombre de plaintes a cru et embelli au cours des 15 dernières années. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir traiter de manière individuelle les dizaines de milliers de dossiers qu'on peut avoir. Alors justement, Mathieu Bourrette, vous avez ressorti de votre placard 529 dossiers traités sur 3 années. Vous m'arrêtez dès que je me trompe. Toutes les plaignantes ont été recontactées. 70 ont accepté de répondre sur l'intervention de la justice à chaque étape de la chaîne pénale.
Qu'est-il ressorti de cette étude que vous avez menée à échelle locale? À échelle réduite, locale, sur les violences conjugales. Violences conjugales. On a voulu travailler sur les violences conjugales avec des procédures judiciaires où il y avait une réponse pénale. Pas un classement, une réponse pénale, de manière à éviter certains biais et la logique de la frustration. Eh bien, à chacune des étapes, la réponse est plutôt considérée comme satisfaisante, de la plainte à l'audience et même l'après-audience, y compris sur les mesures alternatives. En revanche, la confiance globale que ces femmes ont en la justice est meilleure avant l'intervention judiciaire qu'après. De 20 points. Oui, de manière très importante. Et ça a été une vraie claque pour moi. Et quand on analyse davantage ce qu'il en est, on se rend compte que la déperdition de la confiance, elle est largement liée aux mesures alternatives qui ont été prises et qui ne sont pas considérées par les victimes comme une réponse pénale suffisamment efficiente. Pour dire les choses autrement, les femmes victimes de violences conjugales veulent que leur dossier aille jusqu'au procès, beaucoup plus que sur des mesures alternatives, ou alors il faut leur expliquer pourquoi on est allé sur des mesures alternatives et quel type de sanctions alternatives on a pu infliger aux mises en cause. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de mieux accompagner avec l'association Aide aux victimes les femmes victimes sur les mesures alternatives pour qu'elles puissent demander des dommages et intérêts en mesures alternatives, parce que la loi le permet, et qu'elles puissent comprendre qu'une mesure alternative peut aussi être une sanction. Donc plus de pédagogie et d'accompagnement. À la fois plus de pédagogie, d'accompagnement et de participation de la victime à la mesure. Dans un procès, c'est relativement simple. Dans une mesure alternative, on a peut-être tendance parfois à l'oublier. Oui, quand même deux choses aussi par rapport à ça. Une évolution quand même, parce que voilà, déjà la médiation pénale comme alternative aux poursuites maintenant est interdite justement quand il y a des violences. Les violences conjugales, les violences sexuelles, voilà. Et donc ça, c'est tout de même une avancée, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'égalité finalement entre les parties, que la transaction ne peut pas être valable. Donc ça, c'est tout de même quelque chose de très important. Et puis aussi, il faut aussi travailler sur ce suivi justement des auteurs, parce que tous n'ont pas forcément un destin tracé en prison, hein, voilà. Et c'est important de travailler sur cette notion de suivi renforcé, et de plus en plus aussi, là, on voit des parquets qui mettent en place des suivis renforcés. Et ce que je constate, enfin moi qui ai à peu près 30 ans d'expérience au pénal, et je trouve que ça aussi c'est un progrès, c'est que de plus en plus justement, on a les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont donc chargés du suivi des auteurs et de leur contrôle, qui sont en contact de plus en plus avec les associations d'aide aux victimes. Et ça, vous voyez, moi j'ai été juge d'application des peines il y a 30 ans, ça n'existait pas. C'est-à-dire que vous aviez deux mondes un peu cloisonnés, les professionnels qui s'occupaient de la réinsertion et les professionnels qui faisaient de l'accompagnement des victimes. Et là, on voit que le lien se fait, et que par exemple, de plus en plus aussi, on a des protocoles entre les parquets, les services pénitentiaires, les associations, par exemple, quand un détenu sort de prison et qui paraît toujours dangereux, eh bien, on peut doter la victime d'un téléphone grave danger. Vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas, enfin, qui paraissent pas très spectaculaires, mais oui, mais c'est quand même avec ces avancées-là, j'allais dire du quotidien et très pratico-pratique, que je pense aussi que les choses évolueront. Alors, très rapidement, Mathieu Brett, parce que c'est Marine qui aura le mot de la fin. Allez-y. Pour aller dans ce sens-là et compléter, je crois que pendant longtemps, on disait la justice passe. C'est-à-dire qu'elle intervenait à un moment donné. Aujourd'hui, on ne nous demande pas seulement de faire en sorte que la justice passe au niveau des parquets ou au niveau des juges, classement, mesures alternatives, poursuites ou condamnations. On nous demande d'accompagner les auteurs, d'accompagner les victimes tout au long de ce processus. Et on a en la matière des progrès à faire pour que, eh bien, une fois que la justice est passée, il y ait encore une intervention d'accompagnement des parties, d'accompagnement de la victime.
Marine, pour conclure. Oui, moi je crois qu'il y aurait un effort énorme à faire dans expliquer ce que peut et ce que ne peut pas la justice. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai malentendu aussi là-dessus, parce que finalement, la plaignante, elle arrive, c'est pour elle l'aboutissement d'un long processus. Pendant des jours, des mois, des années, elle a sans doute hésité. Elle pousse la porte du commissariat et c'est la fin d'une étape pour elle. Et pour la justice, c'est la première étape. Et ensuite, évidemment qu'elle est en attente d'informations, évidemment qu'elle s'imagine qu'une machine énorme va se mettre en marche et va faire un certain nombre d'actes judiciaires. La réalité, elle est quand même tout autre et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là. Et c'est intéressant que dans ce livre, il y a deux types de réactions. Il y a une partie de la magistrature qui hausse quand même les épaules en disant les dysfonctionnements, non, il n'y a pas de dysfonctionnement scandaleux, etc. Donc on condamne tous les jours, on n'a pas l'impression de rendre des non-lieux à l'appel. Donc il y a cette parole-là et puis en face, il y en a d'autres qui disent ça doit quand même nous interroger, ces paroles dans l'espace médiatique, ce taux important de classement sans suite alors même qu'on a l'auteur et qu'on sait qui c'est. Et je trouve que finalement, toutes ces affaires, l'affaire PPDA, etc., qui sortent aussi dans les médias, c'est un révélateur des dysfonctionnements. C'est aussi la preuve de ces dysfonctionnements, puisque si la justice fonctionnait correctement, si l'accueil était bien meilleur, si le recueil de preuves l'était bien meilleur, il n'y aurait pas toutes ces paroles dans les médias, et ça c'est une certitude. C'est jamais une solution de confort pour les plaignantes d'aller dans la presse. Contrairement à ce qu'on entend, et ce que j'entends encore souvent, elles n'arrivent pas clé en main à taper à la porte des médias en disant voilà, je veux me venger, c'est parti, voilà les éléments. Non, la vérité, c'est qu'en fait, elles font un choix qui est souvent le choix du désespoir. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'autre option. L'instruction est bloquée, ou alors elles ont l'impression qu'en fait, elles n'obtiendraient rien de la justice. Adèle Haenel a dit, j'ai pas dit ça par provocation, que la justice ne pouvait rien et que je n'irais pas vers la justice. J'ai dit ça parce que les chiffres me montrent qu'aujourd'hui, je n'ai rien à attendre de la justice. Donc je crois que ça, c'est une parole qui doit être entendue, qu'on soit ou pas d'accord, et qui doit interpeller. Et pour moi, ces dysfonctionnements, ils sont révélés par justement ce flot de témoignages qu'il y a aujourd'hui, qui est déballé dans l'espace public, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des enquêtes fouillées médiatiques. De journalistes. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Marine, je rappelle, ton livre, il sort demain au Seuil, faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo. Mathieu Bourret, procureur de la République de Reims, Isabelle Rome, magistrate et haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice. Merci d'avoir été là. Vous parlez aussi dans ce livre, dans cette enquête passionnante sur la défiance envers la justice dans les affaires de violences sexuelles.